Interaction, bonjour. Interaction, vous connaissez le principe, c'est un fonds dans lequel vous pouvez investir. Et d'ailleurs, vous avez eu un avertissement sur les conditions d'investissement précédemment. Et c'est également une émission dans laquelle nous étudions ce qui s'est passé dans la semaine, à la fois sur les marchés financiers, dans l'économie en général, et bien entendu dans le fonds. Et puis nous appliquons la gestion, nous présentons les performances. Je suis avec Thomas Louis, notre gérant. Bonjour. Et Paul Schorer, qui est notre gérant, mais aussi notre économiste. Ça, Bonjour. c'est très, très important. Nous commençons avec la rubrique Tendance. Alors, cette semaine, le CAC 40 est l'indice de référence d'interaction. Une semaine pour rien, quand on fait le compte, la fin de matinée, on monte de 0,10, on baisse de 0,10. Alors, c'est vrai que c'est mieux que les semaines précédentes où on faisait plus 3%, moins 3%, mais c'est une absence de tendance. Voire plus 10 ou moins 10 Oui. pour la période de fin août. Non, c'est pas une absence de tendance. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur à l'intérieur du marché, à l'intérieur de l'indice, il se passe beaucoup de choses, notamment une rotation en cours assez importante qu'on essaie d'accompagner. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc, on peut pas dire qu'il se passe rien. On voit sur les devises un certain nombre d'indicateurs sur lesquels Paul reviendra. Sur la confiance, un certain nombre de phénomènes qui nous ont amené longtemps à regarder du côté de ce qui se passait de la Chine, alors que c'est plutôt aux États-Unis qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe, à vrai dire. On va y venir. Donc juste un mot sur la Chine, peut-être Paul. Cette semaine, on a eu à nouveau des statistiques assez compliquées à interpréter, mais quand même globalement une baisse des importations chinoises, c'est-à-dire que l'économie va moins vite. L'économie va moins vite, on le sait, on le dit depuis un certain temps, Oui. et il n'y a rien de nouveau finalement derrière cette réalité. Le seul point d'inflexion qui a été posé, c'est que finalement la Chine a décidé de pouvoir utiliser l'internationalisation de sa devise pour jouer dans les débats qui nous préoccupent. Alors autrement, activité chinoise, le plan quinquennal 2016-2021 est en discussion au Parti communiste. Il va y avoir de l'investissement. Enfin, fatalement, on est contracyclique dans ce genre de... Il va y avoir de l'investissement. En fait, la nouveauté, enfin, peut-être pour les marchés, qui n'est peut-être pas la nouveauté pour les Chinois, c'est que Xi Jinping avait dit clairement qu'on orienterait dorénavant l'investissement non point dans les régions pour faire gonfler les régions et que chacune joue à être la plus grosse région, mais dans une stratégie qui était celle de la nouvelle route de la soie. C'est ce qui va se mettre en place à peu près de façon certaine. Et derrière, cela veut dire qu'on aura poursuite certainement de l'amélioration de la condition de la classe moyenne en Chine. C'est l'objectif. Alors, réunion de l'OPEP la semaine dernière, le Venezuela parle derrière, donc les pays non OPEP, il y en a qui rêvent de stabiliser le baril au-delà de 70. On a eu un petit effort, là, on est allé chercher les 55, on finit à 50. C'est peut-être l'occasion, de toute façon, de faire le point de manière générale. Je crois que vous avez amené un graphe sur l'énergie. Tout à fait. En fait, bon, déjà, replacer le contexte structurant, c'est que nous sommes entrés dans l'ère de l'énergie pas chère. Alors ça, c'est un des thèmes structurants du fonds, Thomas. Ah oui, oui, la baisse du prix de l'énergie sur longue période, probablement pour les 4-5 ans qui viennent, et la révision du mix énergétique, c'est un des vrais sujets, un des vrais thèmes structurants du fonds. Donc, Paul, allez-y. Cet été, on avait évoqué la bulle des matières premières en 2007. Donc, vous avez en violet le graphe du pétrole, et vous avez en rouge plus exact. La partie qui me paraît la plus importante, c'est le dollar. La variation du dollar. Alors en rouge, c'est le dollar face à un panier de devises. C'est le dollar par rapport à un panier de devises, et un panier de devises qui est calculé sur l'activité exportatrice et importatrice des États-Unis. Donc c'est ça, la véritable sensibilité. Donc il y a pas mal d'euros, il y a pas mal c'est la sensibilité de monnaie chinoise, etc. de la monnaie américaine, enfin de l'activité américaine qui est traduite par cet indicateur-là, qui n'est pas le cours de change euro-dollar qu'on a l'habitude de regarder. Alors on voit le pic, mais depuis le pic, on a donc ce canal légèrement baissier. Voilà, ce que j'ai essayé de faire apparaître, c'est qu'il y a des moments où, et c'est sur une très longue période, où on a un dollar qui est plutôt faible, puis on a des périodes où on a un dollar qui est plutôt fort. On n'est absolument pas dans une situation où le dollar est cher. Le sujet d'inquiétude pourrait être qu'effectivement on ait une hausse du dollar parce qu'on aurait une hausse des taux d'intérêt trop rapide, et on a évacué ce sujet-là grâce aux décisions de la Fed. Donc, si on avait un dollar trop cher, ou si on avait une ponction sur l'activité économique qui était liée à un pétrole qui pose problème, lié à un dollar trop cher, on aurait un ralentissement qui serait très inquiétant. L'idée
pour moi, c'est de pointer qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le dollar est fort et où le dollar peut rebaisser, le dollar index peut rebaisser sans que ce soit vraiment un sujet. Alors, dollar fort, ça pénalise comme l'économie américaine. Ça Dollar- apporte de la déflation, je ne sais pas comment il faut dire. Dollar fort a été le sujet qui nous a inquiétés cet été. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, pendant toute une période qui a été celle 2006-2008, le dollar était faible, alors que le pétrole était très cher. C'est ce qui permettait de faire face à la situation. Et on a eu un petit peu la même... Violette et votre courbe rouge, sur la fin, Voilà, la remontée correspond finalement à la baisse du prix du pétrole. Bien, alors justement, on parle des banques centrales. Donc on a, comme tous les mois maintenant, la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, celle de la Réserve fédérale la semaine d'après. Est-ce qu'on peut se mettre sur l'Europe? Oui, justement. L'Europe, c'est vraiment un sujet. On se dit qu'on n'arrive pas, que la Banque centrale n'est pas arrivée à faire repartir l'inflation, en tout cas en Europe. Les statistiques cette semaine sont une inflation négative un peu partout. L'inquiétude sur les États-Unis, c'est finalement que cela impacte la croissance naissante en Europe, établie en Europe, sur laquelle tout le monde compte, puisque aujourd'hui, on est dans une zone qui a une dynamique de croissance globale. Donc, je me suis intéressé plus particulièrement au ZIU, qui est un indicateur allemand, pour regarder un petit peu ce qui se passait. Et on a beaucoup entendu dire que le Volkswagen avait affecté particulièrement le sentiment des entrepreneurs allemand. C'est un peu récent. Hein. Tout à fait. C'est assez récent. Et justement, donc, dans ce graphe, on voit en vert. Qu'est-ce qu'on a en vert, voilà. En vert, on voit l'activité telle qu'elle est mesurée de façon réelle, c'est-à-dire actuellement. On voit qu'on est au-dessus de 50, c'est quelque chose qui est plutôt stable, et on est dans une période qui semble assez résiliente d'expansion. Ce sont des trimestres, c'est trimestre par trimestre. Donc on voit que ça fait un paquet de trimestres. Pardon, c'est mois après mois. Pardon, on est au-dessus du 50 voilà. depuis plus de 6 mois. Voilà. Donc, on est dans une situation où, effectivement, l'activité est bonne. Ce qui peut être inquiétant, c'est que les anticipations qui sont en orange, les anticipations des acteurs économiques, sont moins bonnes. Ça, c'est le fameux indice. Oui. Donc, le ZIU anticipé est moins bon. Et la grande inquiétude que l'on peut avoir, c'est de voir les barres vertes rejoindre les barres oranges, comme ça avait été le cas à la fin de l'année dernière. Elles se rejoignent, mais elles peuvent se rejoindre de 3 moyens. Il y en a une qui peut monter, l'autre qui peut baisser, et puis les deux peuvent se rapprocher. Voilà, tout à fait. Et ce qu'on peut légitimement penser, c'est que l'action qui avait été menée en 2014 finit par payer avec une activité qui est meilleure dans la partie 2015. Et on peut espérer, on peut envisager sérieusement qu'effectivement, on est la Banque Centrale Européenne qui se mette à agir et à parler pour favoriser plutôt une remontée du orange vers le vert qu'une descente du vert vers le orange. C'est-à-dire, elle va dire qu'elle augmente ses injections monétaires ou qu'elle va les prolonger pour faire rapidement. Certainement. Voilà. Certainement. C'est ça, Thomas? Oui, je ne suis même pas sûr, moi, que Benoît Cœuré s'est prononcé sur la BCE cette semaine. Enfin, ils sont pas pressés de mener un quantitative easing, parce qu'on a toujours le prisme français sur lequel je reviens souvent dans cette émission, le prisme français qui nous voit complètement neurasthéniques. Le reste de l'Europe va plutôt pas mal, c'est solide. En Espagne, c'est solide en Italie, c'est solide en Irlande, on l'a vu récemment. Donc, moi, je crois que attendre de la BCE quelque chose de supplémentaire, c'est un peu la dernière cartouche, et je pense pas qu'on en ait nécessairement besoin. Ils n'ont pas besoin. Valeur aujourd'hui, c'est seulement s'il y avait un accident américain, par exemple. Et il faut préserver Alors, justement, à l'intérieur de l'Europe, Volkswagen, c'est un peu le modèle allemand. Est-ce qu'il est remis en cause? Et est-ce que la croissance est en fait en train de basculer de l'Europe du Nord, entre guillemets, vers l'Europe du Sud, sachant que nous, on aurait eu la double peine, comme dirait Thomas, c'est-à-dire qu'on n'a pas été favorisé au coup d'avant, mais pas non plus maintenant. Alors, donc là, vous avez regardé l'Italie, qui est effectivement la grande économie sur laquelle on attendait un rattrapage. Depuis le début de l'année, voilà. On dit... On en parle pas à chaque émission. L'Italie va surperformer l'Allemagne. Oui. Pourquoi? Finalement, le QE est quelque chose qui a eu un effet positif sur le sud de l'Europe, puisqu'il a rassuré sur la possibilité de l'activité de redémarrer, et surtout sur la distribution de crédits. Donc finalement, aujourd'hui, ça se voit. Alors là, c'est la différence de cours entre le rapport Volkswagen et Fiat. En rouge, c'est le rapport de Volkswagen
par rapport à Fiat, pour prendre une entreprise allemande, une entreprise italienne. Mais en bleu, c'est le rapport de l'indice MIB l'indice MIB italien, par rapport au DAX allemand. Et on voit très clairement, alors les échelles sont différentes, mais on voit très clairement qu'il y a 14% de surperformance en Italie sur l'Allemagne depuis le début de l'année. Et on voit qu'on a une surperformance qui est beaucoup plus importante, mais qui s'était déjà construite avant l'accident sur le rythme sur lequel se fait l'écart entre le DAX et le MIB. Donc finalement, on a quelque chose qui est structurel. Est-ce que ça va durer? C'est-à-dire qu'est-ce que l'idée, c'est ça, on en a parlé encore une fois depuis 6 mois, 6-8 mois. Est-ce qu'on est au bout en fait du rattrapage italien par rapport à l'Allemagne? Non, on n'est pas au bout du rattrapage italien, et c'est même une chose qui est plutôt positive pour l'ensemble de l'économie européenne. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti, on peut l'espérer en tout cas, de la crise souveraine, puisqu'on a une Europe qui est en train de repartir ensemble. Alors, dernier graphe très rapidement, vous appelez ça l'euro-index. Alors, l'euro-index, c'était exactement la même chose que le graphe en rouge que je vous avais présenté sur le dollar, mais là, c'est dans le cadre de l'euro et par rapport à la zone euro. On voit très clairement qu'en fait, la décision de la BCE de pousser l'euro à faiblir et de sortir des bandes de Merkel a été quelque chose qui a été suivi des faits, et on est revenu finalement avec une baisse de l'euro très significative. Et paradoxalement, on est dans un schéma où aujourd'hui, depuis que le QE a été établi, on a une forme de stabilisation ou de remontée de l'euro en relatif des autres monnaies. Depuis qu'on a lancé le QE, la Réserve fédérale qui avait annoncé qu'elle remonterait ses taux, finit par annoncer qu'elle ne le remontera pas. Donc l'euro contre le dollar, on attend quand même que les Américains agissent. C'est ce qui, finalement, va tout à fait dans le sens de ce que disait Thomas. Ils ne sont pas obligés d'agir immédiatement. C'est ça. Ils ne sont pas obligés d'agir, mais ils ont exprimé qu'ils pourraient le faire. Et c'est ça ce qui est le plus important. Bien. On en reste là et nous passons au tableau de bord. Thomas, le tableau de bord, nos indicateurs, les 12 indicateurs. Oui, nos 12 indicateurs. Alors la belle nouvelle, c'est qu'on en a 2 qui reviennent dans le vert. On va les montrer à l'écran. Voilà, exactement. L'indicateur numéro 2, que Paul commentera dans un instant, le niveau de dispersion des performances qui était passé à l'orange, revient au vert. Plutôt une bonne nouvelle pour les stock pickers. Et puis le 5, celui de l'aversion au risque, qui lui était au rouge. Oui, on passe au rouge sans passer par l'orange. Oui. Et on est passé du rouge au vert directement, signe d'une stabilisation, en tout cas d'une normalisation. C'est ce qu'on vient de dire, on n'est pas à moins 10% par semaine ou plus 10% la semaine d'après. Oui, alors c'est une des traductions, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on revient à la normale, alors qu'on a pensé pendant un moment qu'on pouvait basculer du côté de la force obscure, si je dois prendre l'image des amis de Star Wars. Donc je vais laisser Paul parler de l'indicateur du jour. Un dernier mot, la dynamique des corrélations, le seul point rouge, ça va durer ça? Je pense qu'on en a encore, c'est une tendance longue, donc on va encore l'avoir un petit peu là, parce que c'est la violence de ce qu'on a connu au mois d'août qui se traduira encore pendant quelques temps dans les chiffres, absolument. Bien, alors Paul, on a regardé un indicateur, la dispersion des performances, donc qui passe du orange au vert cette semaine. Voilà, en fait ça c'est une bonne nouvelle, parce que autant l'indicateur 1 et l'indicateur 2 sont des indicateurs structurels qui peuvent nous faire penser à des risques systémiques. Donc voir un indicateur qui revient vers le vert, c'est plutôt positif. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, comment on l'utilise. Je pense que c'est ça le point important. Quand on a un indicateur... La dispersion des performances, ça se définit comment? La dispersion des performances, en fait, c'est aussi le risque de sélection d'un titre. Et quand, finalement, on a une dispersion extrême, quand on est dans le rouge, ça veut dire que, de toute façon, on a un risque majeur à ne pas faire d'indice. C'est ça. Donc quand on passe au-dessus de cette barre-là... Soit on n'est pas investi, soit il faut être sur les indices. Donc c'est ce qui peut justifier d'ailleurs qu'à certains moments, on rachète tactiquement dans le portefeuille des titres qui sont des très gros poids de l'indice, sans que pour autant on soit
très favorable au titre lui-même. Et d'ailleurs, Thomas, au plus fort de la crise du 24 août, on a même pris de l'indice dans l'interaction. Exactement. Souvenez-vous, on a rechargé, on avait du Sanofi qu'on a rechargé, on a acheté du Total. Oui. Alors c'est contre notre esprit de pétrole pas cher. Hubert n'était pas très content. Vous n'étiez pas très content qu'on achète du Total. Non. Et puis là, cette semaine, on va en mettre une couche qui ne va pas vous plaire non plus. Donc l'histoire, c'est, quand on gère, on a une partie tactique pour laquelle on va constater des aberrations. C'est ce qu'on a connu avec cet épisode, non pas neigeux, mais celui du mois d'août, qui nous a conduit à un certain nombre d'aberrations. Ces aberrations sont dans le marché. Nous, on considère qu'on va avoir un rebond sur le prix du baril qui a un impact sur l'énergie en règle générale, le mix énergétique, gaz, charbon, pétrole, nucléaire, et électricité. Donc, si on ne se repositionne pas, les excès qu'on a connus à la baisse, on va les reconnaître probablement à la hausse, mais en tous les cas, ce sera un mouvement tactique qu'on vise à 2-3 mois, et après, on ressortira parce que la tendance, comme le disait Paul, la tendance fondamentale du titre n'est pas là. Alors, et donc, sur cette échelle, on revient au graphe. Donc, on est juste en dessous de cette fameuse barre. Voilà, on est repassé en dessous de cette Ce qui veut dire qu'on est moins indiciel. On le reste parce qu'on n'est pas tout en bas, on n'est pas à zéro. Exactement. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'alpha, c'est-à-dire la sélectivité, le fait de faire des paris spécifiques sur un secteur par rapport à un autre, retrouve de l'intérêt. Et en tout cas, plutôt que retrouve de l'intérêt, c'est un risque qui est correctement rémunéré. C'est ça. Et qui justifie. C'est le risque d'interaction, puisque on cherche à sélectionner les titres par titre. Alors, la météo, très rapidement, nous restons, si il y a le graphe, voilà, nous restons temps incertain, malgré le fait qu'il y a pas mal de verts maintenant qui arrivent. Oui, on a vu que on s'est souvent approché de changer de mode, et toujours pas, parce que les signaux, on le voit bien, sont toujours hésitants. Et on reste en mode 3, ce qui ne nous empêche pas, je le rappelle, d'être investi à 97% aujourd'hui. Oui, voilà, on est investi à 97%. Et par ailleurs, personne ne peut dire de bonne foi que les marchés ne sont pas agités. Non. Non. Bien, nous passons à la performance d'Interaction. Alors, marché agité, on vient de le dire. Oui. Marché très agité. Tirer son épingle du jeu, c'est pas évident, d'une semaine sur l'autre, surtout si on a le nez fixé semaine la semaine. Donc, on va regarder la performance de la semaine. Oui, la performance au 15 octobre. Donc, hier soir, Interaction progressait de 9,92 depuis le début de l'année contre 11,61. Rien à dire, on fait 10% depuis le début de l'année. Je pense qu'on est je suis même sûr d'ailleurs qu'on est dans le premier quartile des gérants qui agissent sur les mêmes histoires que nous, voire d'ailleurs dans le premier décile pour la partie grande capitalisation, c'est essentiellement nos titres. Sur la semaine, on recule de 0,73, on verra à cause de quoi, et quand le marché, lui, recule de 0,50. Oui, voilà. C'est un peu aussi l'épaisseur du trait. Ce matin, on a ouvert à 1% de hausse, on fait 0,5. Ça peut être l'épaisseur du trait. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de faire mieux. Mais oui, on fait ce qu'on peut, mais en tout état de cause, voilà où on en est. Alors, la répartition, ça c'est la slide suivante. Voilà, donc le poids. Donc comme vous l'avez dit, on est investi à 96%. On est passé quasiment de 92 le 24 août à 96. Exactement. Ça c'est important qu'on soit ce niveau d'investissement pour nous, puisqu'on pense que ayant des feux au vert, ça mérite d'être investi. Une partie tactique dans le fond, je le disais, plus indicielle, et une partie sur nos fondamentaux qu'on réajuste au fil de l'eau. On verra dans les arbitrages un petit peu plus loin. Je vais juste insister sur le potentiel aujourd'hui. Donc en haut à droite, c'est bien ça. Voilà, la dernière colonne. Vous voyez que le potentiel d'interaction, je l'avais déjà souligné la semaine passée, mais il augmente encore, 14,83% de potentiel à aujourd'hui, et contre 13,04 à l'indice, on a, en jouant ce potentiel-là, joué de notre stock picking. Et donc, ce qui nous a, là où on a perdu un petit peu ces derniers temps en écart, on a un potentiel de dépassement de l'indice qui est significatif au moment où je vous parle. Donc, je voulais insister, est plutôt bien réparti en termes de concentration de performance. Les grandes différences qu'on a avec le CAC 40, mais alors après, si on regarde ça, c'est les semi-cycliques et les TMT, c'est les deux sujets où on est dans les paris. Ah oui, on est dans les paris. Les TMT, restructuration Capgemini, des grandes entreprises dans des niches qui tournent bien. Enfin voilà, on est sur ce thème-là. Voilà. Ce qui signifie quand même des sous-pondérations sur les cycliques. Voilà.
On peut regarder le portefeuille lui-même. Le voilà. Bon. Voilà, donc vous retrouvez en fait Alors. la tête toujours classée par ordre de contribution sur la semaine. Quand je vous disais que c'était indiciel, Sanofi a progressé de 2,59 cette semaine. Évidemment, ça nous aide, mais évidemment, on en a un peu moins que l'indice. Donc, ça nous aide pas en valeur relative, mais en valeur absolue. On retrouve Capgemini dans les bons élèves de cette semaine, Chargeur qui avait été beaucoup pénalisé, Technicolor. On voit les titres de stock picking. Ça, c'est du frais stock picking. Oui, exactement. Par exemple, ces deux derniers, c'est pas des valeurs indicielles. Et ce qui est intéressant, c'est de revoir que finalement, les corrections qu'on avait connues qui étaient absolument qui étaient aberrantes pour un certain nombre de titres, voilà, on les reconnaît finalement dans l'autre sens. Et avec cette autre partie, on peut enfin se dire que on a raison, qu'il ne faut pas perdre la raison justement et pas désinvestir. Et on voit au bout de la chaîne que Rheinmetall nous a pas mal pénalisé. C'est pas grave. C'est une valeur sur laquelle on a bien gagné. D'ailleurs, c'est assez amusant, quoi. C'est amusant. C'est intéressant de voir que Rheinmetall, que Groupe Eurotunnel ou que Deleuze, qui sont des valeurs sur lesquelles on a fait de très belles performances, sont celles qui sont l'objet d'arbitrage, probablement plus que... Oui, et je pense que c'est ponctuel. Sur ces titres-là, ce sont des corrections assez violentes, on l'a vu, mais pas dans des très gros volumes. Donc les fondamentaux restent là, et il y a fort à parier que ça remonte dans les quelques jours qui viennent. Très bien. Nous allons passer à la gestion. Donc, interaction, nous passons à la gestion. Je suis avec Thomas Louis, le gérant, et avec Paul Schorrer, le gérant aussi, mais avec un grand tropisme économique. Nous pouvons peut-être regarder les arbitrages qui ont été réalisés depuis la semaine dernière dans le fonds interaction. Et oui, alors je vous ai parlé du mouvement tactique tout à l'heure, le voilà, il s'appelle Engie, on en a acheté un petit peu. Donc Engie, c'était ce qu'on appelait Suez autrefois. Voilà. Qu'on a désormais acheté. On est sur le pari de l'énergie qui rebondit temporairement, jusqu'à probablement 60-65 $ sur le baril, peut-être un peu plus. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on dit depuis mi-août, enfin depuis... Voilà, exactement. Donc c'est dans le prolongement de notre... Donc on est un peu dans l'indiciel, hein, dans le rattrapage. Total et Engie, ça ne fait... On va y revenir, c'est un cas un peu différent, mais... Voilà, et de l'autre côté, on a allégé sur Infineon. C'est les seuls mouvements de la semaine qui ne sont pas des mouvements significatifs. On a vendu 1% d'Infineon, acheté 1% d'Engie, point. Voilà. Maintenant, on laisse un peu respirer ce portefeuille. C'est bien. Alors, on va parler un peu d'actualité. L'actualité, c'est encore aujourd'hui, c'est les valeurs du luxe. Hein. Donc, LVMH a publié un chiffre d'affaires qui, globalement, première réaction quand on voit la dépêche, on dit c'est pas mal, ça rebondit. Et puis, quand on regarde, ça va mal là où il y a des grosses marges, 8 ans, on va dire, pour faire vite, et ça va bien dans les spiritueux. Et puis alors depuis, on a eu Burberry hier et on a Hugo Boss aujourd'hui. Oui. Donc ce secteur-là, qui était un secteur vedette, hein, alors on en est absent, mais ou à peu près. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il faut y revenir tout simplement? Alors, y revenir, je pense que c'est trop tôt. On n'a pas de catalyseur. À vrai dire, pour l'instant, il n'y a entre guillemets pour nous que des mauvaises nouvelles à venir. C'est-à-dire que on va constater dans les chiffres, on l'a vu sur ceux d'LVMH là récemment, que la Chine, ça va moins bien, que les émergents, ça va moins bien. Bon, il y a l'aspect alcool qui tient, mais enfin, c'est pas là où sont les plus grandes marges. Alors donc, paradoxalement, en revanche, Rémy ou Pernod, ça va mieux, parce qu'effectivement, eux, ils sont pas dans l'hyperluxe. Exactement. Donc, on est dans le mass market, dans l'effet volume, et dans l'effet volume, ça va pas mal sur les alcools. En revanche, dans le groupe LVMH, ça déçoit un peu, et comme c'est une valeur chère, on en a souvent parlé ici, c'est une de celles qui sont les plus pénalisées en ce moment. Les investisseurs se disent, à X, alors je ne sais plus, à 20 fois ou 23 fois les résultats, oui, je l'ai sous les yeux, 23,7 fois les résultats 2015, c'est quand même très cher, et ça mérite qu'on aille se concentrer sur autre chose, le temps que la croissance mondiale reprennent ou déçoivent moins. Je rappelle qu'on est en dérivée seconde sur le marché, qu'on ne s'intéresse qu'à l'accélération et pas au constat. Non, mais si on dit que la Chine fait 6,5, c'est pas le drame du siècle, mais néanmoins, on est en dérivée seconde. Alors, il y a un secteur qui a un peu morflé cette semaine, on l'a vu, puisqu'on en a. Safran, 4,25% de baisse, et Airbus, plus que ça, 5,5%. Alors, Safran, c'est une inquiétude après un article du FT sur une enquête sur les contrats de maintenance. Vraiment remonter le portefeuille, peut-être. Voilà, donc
Bon, je pense, pour moi, c'est pas un sujet au moment où on parle. Airbus, en Donc revanche. Safran, on en a quand même près de 3%. Oui, c'est du stock picking. C'est un de nos titres, pas phares, mais c'est un titre important. Airbus, on en a racheté, je vous le rappelle. Crédit Suisse annonce un free cash flow négatif au 3e trimestre. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer non plus. En revanche, il se passe ce qu'on attendait. Quand vous avez un marché de l'aviation qui se développe dans des proportions considérables et que vous reprenez des avions d'occasion, à un moment donné, il y a un ajustement sur le marché de l'occasion qui a lieu et qui risque de peser sur le prix de vos avions neufs. Moi je crois que la tendance là aussi sur Airbus est là. C'est une histoire d'ajustement. Fondamentalement, je ne suis pas extrêmement inquiet. Alors, on fait des chapitres. Brésil. Edenred, d'une part, et Accor, de l'autre. Edenred, on n'a jamais eu, et Accor, on en était sorti. Oui. J'ai trouvé, moi, que le Accor, c'est quand même une croissance organique de 3,5%. C'est très bien. C'est bien. Non, c'est très, très bien. Franchement. On a souvent parlé de la gestion de et surtout, quand on regarde, et c'est un des tropismes qu'on a ici, c'est encore une fois l'Europe qui tire Accor. Donc ça, je trouve ça... en France, c'est resté à tonnes, mais je ne vais pas enfoncer notre pays un peu plus. Et puis, par contre, le Brésil confirme ce qu'on craignait, mais qui était déjà dans les cours. Voilà. Donc, finalement... Donc pour Accor, c'est pas trop grave. Pour Edenred, c'est quand même au cœur de leur activité. Mais oui, parce que quand vous expliquez que votre croissance, elle va être là, et que vous décevez, c'est l'effet aussi connu sous les Donc Accor, on peut le garder sur surveillance en disant on peut y revenir un jour, ce qui n'est pas le cas des Non, Edenred, je ne serais pas parti. Alors Brésil, toujours, même s'il n'y a pas que le Brésil, Casino a surpris agréablement. Carrefour aujourd'hui surprend agréablement. Alors ça illustre ce que vous disiez, 1,6% de croissance en France et 4,6% dans le reste de l'Europe. Donc ça illustre bien que... Et sur Casino, toujours la punition brésilienne, entre guillemets, les bonnes nouvelles françaises. Donc, oui, ça permet d'amortir les mauvaises nouvelles brésiliennes. Oui. Et donc, voilà un titre qu'on peut laisser aussi sous surveillance avec la bande. Les deux, Carrefour, Casino. Je pense qu'il faut Carrefour, on en a un peu. Donc, Carrefour, on en a déjà. Casino, on en a eu. On en était sorti. Il sera temps de revenir dessus. Bon, j'ai pas Carrefour, d'ailleurs, sur les performances arrêtées hier, on perdait 4%. Il a repris plus de 6% aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en ce moment, le stock picking va probablement reprendre le dessus. Donc, surtout, éviter de bouger pour éviter l'effet porte de saloon qu'on connaît bien sur les marchés financiers. En fait, de porte de saloon, il y en a un. Il vend le téléphone. Et il le rachète, SFR, il rachète du télécom italien, et il vend Activision Wizard, il prend des intérêts dans Ubi et Gameloft, donc c'est Vivendi. Alors, mais Vivendi va chercher en Italie des marges qui ne peuvent plus aller attraper en France. Et puis un peu d'Afrique aussi, peut-être aussi. Et surtout un peu d'Afrique. C'est en totale cohérence avec ce que dit Bolloré depuis le début. Il a cette même cohérence sur Canal+, d'ailleurs. L'histoire de Bolloré, c'est de regarder l'Afrique et de dire comment j'y vais, sous quel angle d'attaque, d'une part. Et puis l'autre partie, c'est son annonce sur les jeux, c'est-à-dire comment je mets du contenu dans ce que je vais distribuer. Ce qui rend un peu ce qui étonne les gens, c'est le paradoxe de vendre un coup et de racheter dans le même secteur. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il doit connaître le secteur, il doit connaître les valorisations. S'il a vendu des fortunes. Non, mais il se trompe rarement. Je crois que le mouvement, Vivendi est en train de renaître pour moi. Il s'agit vraiment d'une renaissance et d'une cohérence dans ce qu'ils font enfin. Le travail sur Canal est un travail qui est très important et qui effectivement veut ramener de la marge en tout cas. Et alors Bolloré est dans les baisses en revanche, l'actionnaire, alors que l'activité automobile est plutôt porteuse pour des gens qui font de l'électrique. Oui, alors, je pense que là aussi c'est temporaire. Encore une fois, Bolloré c'est pas très liquide non plus. Donc de temps en temps, vous avez des grosses mains qui sortent et qui appuient sur les cours. Je ne m'énerverai pas plus que ça sur ce sujet. Bon, juste très rapidement, Crédit Agricole, il y a une tôle, une petite amende en Amérique, comme d'habitude, mais un peu moins grosse que pour BPO. Je rappelle que les autres ont bien donné aussi en matière d'amende. Donc le Crédit Agricole, finalement, je trouve que c'est pas très élevé. Je m'attendais à beaucoup plus. Ce qu'il faut qu'on surveille au Crédit Agricole,
c'est cette gouvernance-là. Voilà. où C'est ce qu'on vise. On vise la restructuration. Oui, exactement. On va redonner le pouvoir aux gens qui sont au contact des entreprises et donc des clients du Crédit Agricole, une histoire dingue. Oui, c'est dingue. Maintenant, une banque qui va être dirigée par les gens qui font la marge, c'est incroyable, très curieux. incroyable, une nouveauté. C'est pas dirigé par les commerciaux, c'est vraiment dirigé par les gens qui font la marge. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que ce sera probablement une des belles histoires à partir de maintenant pour les 6 mois qui viennent. Alors, juste, on a vendu Infineon, les semi-conducteurs ont un peu flambé cette semaine. Oui, Alors, nous, on était sur un choix tactique très, très, très précis. Hein, exactement. donc, je pense qui avait bien marché, qu'Infineon, on a eu des déceptions sur les ventes de tablettes, de PC. On a eu un peu de déception dans tous ces domaines. Ça a pesé un petit peu sur les cours. Et moi, je pense qu'on est arrivé au prix qu'on avait fixé. Je rappelle qu'on fixe des prix. Oui, Quand on n'est pas loin des prix qu'on fixe, il faut savoir vendre, qui est la chose... Une des choses les plus compliquées. C'est un des compliquées. secteurs les plus agités en bourse qui soit, de toute façon, Voilà. le semi-conducteur. Alors, beaucoup de révisions, juste pour finir, beaucoup de révisions à la baisse des analystes financiers. Alors, vous allez me dire que c'est assez traditionnel. La bourse a baissé le 24 août. Et bien, à partir du 25 septembre, un mois après, on commence à réviser les objectifs de cours. Oui, et parce que vous rentrez quelques composantes macroéconomiques dans vos demandes, notamment la demande justement de produits, celle qui émanait de la Chine. Donc ce qu'on voit, c'est que les analystes répercutent ceci dans les espérances de cash flow, dans tout un tas de choses. Je trouve que les révisions ne sont pas très violentes, moi, au moment où je vous parle. Oui, c'est pas... On est entre 5 et 10% de révision. C'est pas. On ne voit pas des fortes baisses juste sur un avis. Ce ne sont pas des fondamentaux. Et ça veut donc dire que pour nous gérants, pour revenir à la gestion d'interaction, il nous faut aller chercher des titres qui ont déjà des potentiels de 15 à 16%, ce qui est énorme dans un contexte actuel. C'est la moyenne de ce qu'on a présenté. Exactement. Et alors que ces titres ont connu des révisions de 4-5%, c'est pas très grave. On était à 20% d'espérance, on passe à 15%. Exactement. Fondamentalement, ça ne fait pas peur. Alors, les arbitrages, on a dit un mot d'Engie. Alors, pourquoi est-ce qu'on va sur Engie, l'ex-Suez, qui fait quelque chose qui est lié à l'énergie et qui est exposé quand même sur l'industrie atomique et qui est un sujet politique qui dépasse à peu près tout le monde. Oui, alors moi, Engie, première raison, un de nos thèmes structurants, le mouvement sur l'énergie en cours, même si la tendance longue est à la baisse du prix de l'énergie, le rebond qu'on connaît, ce qui se passe avec la Russie dans les accords avec lesquels ça s'arrange, ça veut dire qu'on va faire remonter un peu le prix du gaz, probablement. Et pour eux, c'est très important. Et pour eux, c'est important. Et donc, pour Engie, c'est important aussi. Et pour ça nous donnera... D'abord, ça nous rassure sur un truc qui avait touché Engie, qui était le risque sur les free cash flow. Oui. Or, c'est une entreprise qui donne pas mal de dividendes. Ce serait dommage de s'en priver. On a eu cette démarche aussi sur Total, dont on pensait que le dividende était menacé. Celui d'EDF l'est clairement. Donc il faut être très sélectif dans ce qu'on fait. Et là, avec un prix du gaz qui peut remonter, on peut être rassuré. En tous les cas, pour les 6 mois. On a 5% du portefeuille en total, donc on est un peu sous-exposé. Et Engie, on en a pris 1%. On en a pris 1%. On peut continuer quand même. On va probablement monter à 2-3%. Oui, c'est ça. Encore une fois, choix tactique. C'est tactique. Il y en a pour 3 mois en fonction du prix de l'énergie. Ça va vraiment être indexé sur le prix de l'énergie. Je reviendrai sur un point structurant en fait de notre approche. C'est qu'aujourd'hui, on est plutôt à considérer que c'est la fin du monde du charbon. Dans cet univers de l'énergie pas chère. Et Engie incarne assez bien cette logique-là. Et voilà. Et puis, du point de vue du mouvement qu'on est en train d'opérer, je rappelle qu'on avait vendu le 5 décembre 2014, donc ça fait un bail maintenant, on avait vendu notre position à 20,50 €. 20,50 €, on est donc 27% plus bas au moment où je vous parle. Oui, donc pourquoi on l'a vendu ? On l'a vendu sur le mouvement d'énergie qu'on avait décrit à l'époque, puisque, encore une fois, c'est de l'espérance, c'est la dérivée seconde qu'on attend et pas la dérivée première. Donc aujourd'hui, on pense qu'on a pris à Traillant, qu'on peut connaître ce rebond tactique probablement de 15 à 20% et on ne voudrait pas s'en priver. Ça se paye 10 fois le résultat avec un beau dividende. On va les prendre. On a des valeurs d'indice. On a du Total, on a maintenant du Engie et du Sanofi. On a quand même 3 valeurs. Donc Sanofi est un cas différent puisque on a du BNP aussi qui n'est pas négligeable. On a du BNP, donc on n'est pas complètement en dehors, même si on n'a pas de luxe par exemple, ce qui est une bonne chose. Alors on avait commencé à vendre du Nexity la semaine dernière, on continue ? Oui, on va solder Nexity. On solde l'immobilier, quoi. Ce métier-là est un métier compliqué. Moi je pense que le problème
problème, c'est que je ne vois pas où ils vont gagner de l'argent au moment où on parle, ni comment. Les ménages ne sont pas plus solvables. On a cru pendant un temps qu'avec la hausse possible des taux d'intérêt, les gens se précipitent pour acheter. Il ne se passe rien. Il faut que les ménages soient solvables pour acheter. Je ne sais plus comment le répéter. C'est-à-dire que même si vous payez 2% d'intérêt, il faudra toujours rembourser quand même ce que vous avez. Mais bien sûr, aujourd'hui, on ne parle même plus de rembourser les intérêts. C'est un problème de est-ce que j'ai les moyens ou pas d'acheter un bien qui est généralement 30% trop cher. Si on regarde le ratio revenu disponible sur le prix, prix sur revenu disponible, on est 30% Donc trop cher. On sort complètement du secteur de l'immobilier, en tout cas de l'immobilier. Je crains que ce soit, je crains que ce soit dur pour l'immobilier pour la période qui vient, et que les mauvaises nouvelles s'accumulent un peu. Très bien, ce sera le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.